faculté de l'oubli. Je me souviens, c'est qui mon pire ennemi. Croisé ce matin dans un miroir. Tu sais, plus je te vois, plus il fait noir. Est-ce qu'en moi tu vois une faille? Enfin, laisse la lumière jaillir. Tomber en amour, donner la vie, pleurer la mort, contempler son ombre. J'étais pas capable de mon soleil. J'étais pas capable de mon soleil. J'étais pas capable de mon soleil. Je contemple mon ombre. Je prends pas du tout pour acquis votre présence. Hein. Ça me rend vraiment heureux d'être ici avec vous, ici à Laval, évidemment, mais aussi ici sur Terre, en général. J'aime exister. Je sais que c'est drôle à dire, je me sens presque punk rock quand je le dis, mais j'aime exister. Et la raison principale pour laquelle je me sens punk rock quand je le dis, c'est parce que vous l'avez peut-être entendu, il y a de plus en plus de gens, surtout sur des tribunes, qui disent qu'on est trop sur Terre. Vous avez peut-être entendu ça. Faites pas semblant, tabarnak, qu'est-ce que je suis pas tout seul. Des fois, je les entends, j'ouvre la radio, puis ça, il y a trop de nous! Il y a trop de nous! Il y en a trop de nous sur Terre! Et ils m'ont presque eu, les tabarnaks, jusqu'à ce que je réalise, attends une seconde, c'est jamais ceux qui disent qu'on est trop sur Terre qui se tirent une balle. Et OK. Est-ce que c'est trop intense pour commencer le spectacle? Joke de suicide en partant. Au moins, j'ai identifié qui sont mes chouchous dans la salle. Les autres, vous savez, la barre est où, tabarnak? Je sais que j'en ai offensé quelques-uns. Je suis désolé. Moi, je me considère comme quelqu'un d'ouvert d'esprit. Je suis même très, très perméable à l'opinion des autres, surtout lorsqu'elle est véhiculée sur une tribune. Une opinion véhiculée sur une tribune a le potentiel de changer, modifier, orienter le reste des choix de mon existence. Et cette opinion me rend inconfortable. Puis quand je suis inconfortable, c'est un malheur dans ma vie, je réfléchis, OK? Et je vais vous dire pourquoi elle me rend inconfortable. Je la trouve hypocrite. Je trouve cette opinion hypocrite parce que, selon moi, tu n'as pas le droit de exister et faire la promotion de la non-existence. Ça fait pas de sens, c'est-tu? C'est comme si moi, je rentrais dans un restaurant Amir, j'étais comme « Yo! Il y a trop d'arabes ici! » Comme sort du Amir, a dit, tabarnak. Règle le problème par ton absence, cette idée. Prêche par l'exemple, motherfucker. Ben ouais, j'aime exister. J'ai pas toujours su que j'aime. J'ose à peine en jouir. Je vous dis, je me sens punk rock de le dire. Moi, j'ai pas toujours su que j'aimais exister comme la plupart d'entre vous. J'ai vécu la majeure partie de ma vie en mode pilote automatique. J'ai su que j'aimais exister l'été dernier, OK? Et à la lumière de ce propos, je vais vous raconter une histoire. Je présume que la plupart d'entre vous ce soir êtes des créatures humaines. Et généralement, les créatures humaines s'expliquent le réel à travers des archétypes, des symboles, des structures narratives. Donc, le coefficient de risque n'est pas très élevé. Je me lance, tabarnak, tu sais. Merci. Donc, l'histoire se déroule l'été dernier et en rétrospective, dans mon souvenir, c'est un moment que je qualifierais de parfait, notamment parce que la paix régnait dans la voiture, OK? J'étais avec mon épouse et la paix régnait dans la voiture. Et peut-être qu'il y en a qui le savent, la paix est dotée de cette faculté à être totalement perceptible seulement lorsqu'elle disparaît. Hein? Ce qui est très intéressant. Tout se passait, c'était magnifique. Je ne sais même pas comment vous le décrire, mais dans mon souvenir, c'était la perfection. Il y avait un silence harmonieux entre elle et moi. On se disait rien, mais on était tellement présents. On roulait à travers des rangs de campagne. Les rayons du soleil perçaient les nuages. Il y avait ma chanson préférée qui jouait à la radio. Il y avait des... tu sais, dans les champs... Je suis un gars de la ville, moi. J'ai pas de terme d'agriculture, OK? Mais il y avait des shit, ils sortaient du sol, OK? Il
Il y avait de l'énergie, man. C'était vivant. C'était parfait. Il y avait même une odeur exceptionnelle de fumier. Et moi, il y a des gens, ils pensent que je niaise quand je dis que le fumier, c'est mon odeur préférée. Mais c'est pas une blague, c'est mon odeur préférée pour deux raisons principalement. La première, c'est que je trouve pour des raisons conceptuelles, on passe pas assez de temps en tant que société, selon moi, à méditer au sujet de la première personne qui s'est dit, tu sais quoi, on va juste calisser de la merde à terre. On va checker ce que ça donne. D'un coup que... Hein? Oui, c'est semence, ce d'un coup que... Je trouve que le génie humain n'a pas le visage qu'on prétend qu'il a. Et le fumier me fait méditer là-dessus. Et l'autre raison, la raison principale pour laquelle j'adore l'odeur du fumier, vous le savez comment une odeur peut te ramener dans des souvenirs exceptionnels, c'est que moi, c'est pas tout le monde qui le sait, je proviens de la classe populaire québécoise, je viens du bas de l'échelle socio-économique. Mes parents, ce sont des immigrants qui sont arrivés ici, motivés par l'espoir d'un avenir meilleur, qui se traduit principalement par une obsession du travail, OK? Je prétends pas que juste les immigrants sont comme ça, mais moi, c'est ce que je connais, et les fils et filles d'immigrants vont peut-être être d'accord avec moi. La seule chose qui intéresse nos parents, c'est le travail, OK? À tous les jours de ma calice de vie, tous les jours, ma mère, travaille! Adib, travaille! Va travailler! Puis je suis comme, maman, j'ai 7 ans, tu sais, comme... Je suis pas sûr, c'est légal. Travail, c'est le premier mot qu'un bébé immigrant apprend. Avant papa et maman, ma mère, la pauvre, à un moment donné dans sa vie, elle avait 3 jobs en même temps. C'est pas une joke, 3 jobs en même temps. Mon père était chauffeur de taxi. Les deux travaillaient tout le temps. On habitait dans un grand immeuble, petit appartement restreint. Et quand ça sentait le fumier dans mes souvenirs, ça voulait dire que pour une fois, mes parents ont pris congé et on allait tous ensemble s'exposer à la nature. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand ça sent la marde, je pense à ma famille, OK? Il n'y a rien de plus important que la famille. C'est pas moi qui le dis, c'est le parrain. Tout ça pour vous dire, j'aurais dû me contenter de l'odeur exceptionnelle de fumier qui pénétrait la voiture à travers la climatisation, mais étant un humain, étant faillible, j'en voulais plus, OK? Et l'odeur du fumier à travers la clim ne me suffisait pas. Je voulais humer à même l'essence de la marde. Et j'ai pas réfléchi, hein. J'ai pas réfléchi. J'ai ouvert la fenêtre parce que je voulais le bon stock, OK? Ce faisant, j'ai pas réfléchi. Ce faisant, j'autorisais l'accès à la voiture à ce que je considère mon pire ennemi en ce bas monde, que j'aime appeler affectueusement des fils de chiennes de moustiques, OK? Je suis devenu fou, tabarnak. Je voulais pas juste le tuer, lui, j'en voulais à toute sa famille. Je n'ai jamais consenti à cet échange où eux, ils volent mon sang, puis moi, je fais rien, tabarnak. Alors, ça fait des années que je me mobilise, esti, autant que possible à assassiner le plus de moustiques, esti. Je veux pas d'otages. Je veux eux et leur famille. Je pense qu'on est supérieur physiquement et moralement. Je vais léguer ma haine des moustiques à mes enfants. Et je veux que ce soit une vengeance intergénérationnelle, OK? Et il se peut que si tu vires génocidaire à 120 km/h, il se peut que tu passes à 2 doigts de faucher 8 travailleurs latinos. Il y en a qui rient, cette bande d'horribles individus. Les autres, vous comprenez pourquoi c'est tragique? Eux autres, ils habitent même pas ici, tabarnak. Ils viennent travailler pour faire des jobs que plus personne veut ou peut faire. Puis moi, je les ai presque tués. Et je sais qu'ils habitent pas ici parce que l'histoire se déroule dans mon village. Et dans mon village, si ces hommes-là avaient déménagé dans mon village, je l'aurais su parce que dans mon village, dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde s'appelle. Et honnêtement, c'est fucking lourd, là. Comme juste la semaine dernière, il y a un resto, il a ouvert dans le village. Tout le monde... Il t'appelle, c'est ta ligne dure, là. Il y a un resto. Il a ouvert dans le village.
Il faut encourager l'économie locale. Des shit de village, tu sais. Puis là, je dis à ma femme, je dis, babe, man, il faut qu'on fasse bonne figure dans le village, man. On est dans une communauté, on va aller les encourager, tu sais. Puis les restaurateurs, pour fidéliser des nouveaux clients, à ce point-là que l'économie va pas bien, pour fidéliser des nouveaux clients, ils font des affaires fucked up, esti. La madame, elle m'accueille comme un sauveur, avec un esti de grand sourire. Elle me tend un sac avec plein de bouffe. Je rentre à la maison, je suis comme, babe, ils m'ont donné ça gratuit, esti. Ils sont fous ou quoi, tabarnak? Pour fidéliser des clients, c'est à ce point-là que l'économie va mal. Ils donnent la bouffe gratuite, esti. Je dis à ma femme, il faut que je retourne le lendemain pour lui donner de l'argent, symbole de reconnaissance, tu sais. Alors, je retourne le lendemain, puis, elle m'accueille, elle me tend un sac, je suis comme, oh, la tabarnak, elle penche, je suis son livreur, skip! Ça vous fait rire, mes estis? J'ai mangé 2 fois gratuit. Puis maintenant, dans mon village, il y a une rumeur que les Arabes, c'est tous des voleurs. C'est comme ça que ça part, pour ceux qui se posaient la question. Je suis content que la blague vous fasse rire, mais ce qui m'intéresse dans cette blague, c'est son aspect psychosociologique. Ce qui est intéressant quand on analyse le comportement de la dame, envers lequel je n'éprouve aucun jugement négatif. J'espère que vous le ressentez dans mon ton. Je comprends le monde dans lequel je vis. Ce qui est intéressant quand on analyse le comportement de cette dame, c'est qu'elle, quand elle voit quelqu'un entrer dans son commerce et que la personne a la peau basanée, sans réfléchir, la première affaire qu'elle entend dans sa tête, c'est « travail ». Tu comprends? Et je lui en veux pas. Je suis moi-même un adepte des principes de la mobilité sociale. Je suis un résultat de ça. Mes parents sont venus ici prêts à faire des jobs que d'autres n'étaient pas prêts à faire. Et je comprends ça. Je veux dire, le problème, c'est qu'en vieillissant, tu constates que la société traverse des enjeux graves pour lesquels tu n'as pas vraiment de solution à apporter. Tout ce que tu peux faire, c'est constater. Tu sais, essaye en 2024 de parler à un adulte plus que 5 minutes sans qu'il te parle de la crise de main-d'œuvre. C'est impossible. Tu sais, il y en a qui disent qu'il faudrait qu'on fasse plus d'enfants, ce qui est une chose un peu étrange à dire en tant qu'artiste. Je peux pas commencer à dire aux gens de faire plus d'enfants, pas de mes estis d'affaires, hein? Premièrement. Deuxièmement, j'aurais extrêmement peur de me faire récupérer par les personnes anti-avortement. Je les déteste, puis il n'y a rien de compliqué. Hein? C'est pas une posture difficile à adopter, détester quelqu'un d'anti-avortement, mais je vais quand même vous dire pourquoi je les déteste. Je déteste les gens anti-avortement parce que quelqu'un qui est anti-avortement, il pense que parce qu'il a évalué la société et qu'il a soustrait de son évaluation une opinion, il peut réclamer de l'État, le gouvernement, le même gouvernement que toi et moi on connaît, réclamer de l'État d'amputer un individu de son libre arbitre. La chose la plus sacrée qui t'a été donnée par le bon Dieu, tabarnak. La capacité à faire un choix. Demander à l'État d'enlever du libre arbitre à un individu. T'es-tu fou, esti? T'as-tu pété une note? On pourrait même arguer que ce qui fait la qualité d'un peuple, c'est sa capacité à s'octroyer le plus haut niveau de libre arbitre. Si tu penses que ton opinion vaut la peine d'être dite, laisse-la circuler dans le libre marché des idées et laisse les gens choisir. Va pas les voir avec des vieux arguments culpabilisants comme « c'est peut-être le prochain Mozart! » Il y en a, ils font ça, esti. Ils vont devant les cliniques, c'est peut-être le prochain Mozart! Puis là, t'es comme, OK, bro, comment je vais t'expliquer ça? C'est pas le prochain Mozart. Sais-tu combien il y a eu de Mozart depuis Mozart? 0 Mozart. Ça fait 3 siècles. On attend le prochain Mozart. Sais-tu combien il y a eu de pédophiles depuis Mozart? « 75 673. Malheureusement, je sors le chiffre de mon cul. J'ai pas le recensement officiel du nombre de pédophiles depuis la Renaissance, mais
Ce que j'essaie de vous dire humblement, c'est que statistiquement, c'est plus probablement le prochain pédophile. Et que s'il maîtrise une gamme mineure, c'est pas celle que tu souhaites. Tout ça à cause d'un moustique, c'est... Ben ouais, je suis encore dans l'auto, moi. Vous me laissez commencer des histoires et poursuivre sans insister pour que je les termine. Drôle de créature humaine. Je suis dans l'auto et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon père était chauffeur de taxi, puis comme tous les enfants, en tout cas tous les garçons, moi, je rêvais d'être comme mon père quand j'étais petit. Je voulais devenir chauffeur de taxi. Et puis mon père, il était exceptionnel en voiture. Il était tellement agile, il était bon, il connaissait le nom des rues par cœur. Et ça donne qu'il m'a légué un peu de ce talent-là. J'ai toujours pris au sérieux la conduite. Et ce jour-là, j'ai été en mesure, grâce à ce talent légué par mon père, d'éviter les 8 travailleurs latinos. Ils étaient sains et saufs. Mais pour ceux que ça intéresse, moi, je n'étais plus en sécurité parce que mon épouse voulait désormais faire ce qu'on appelle un post-mortem. Une petite discussion avec un fond de sous-texte de qu'est-ce qui vient de se passer, tabarnak. Et moi, étant un être humain normalement constitué, j'ai juste blasté le son de la musique parce que j'ai pas envie de parler avec elle. Me casser les couilles, là, t'aimes pas les moustiques, j'aime pas les moustiques, on va pas commencer à parler de moustiques, là. Le problème, c'est que la voix de mon épouse, il faut étudier ça à l'université, ça trace le son, ça s'en calisse. Il y a comme une fréquence qui déjoue le réel. Et ça arrive dans mon oreille et j'entends « Bébé, qu'est-ce qui vient de se passer? » Et moi, j'ai pas le temps de réfléchir. Dans la vie, quand j'ai pas le temps de réfléchir, ça, c'est une méthode que j'ai développée très, très jeune, OK? Et je l'utilise encore. Quand j'ai pas le temps de réfléchir et que je fais face à une situation compliquée, je laisse émerger la première chose. Advienne que pourra. C'est un acte de foi, OK? Entre le destin et moi. Et sans réfléchir, je suis juste comme, bébé, il y a trop de moustiques au Québec. Il y en a de plus en plus. Ils rentrent dans nos autos. Ils volent notre sang, tu sais. Je deviens un gars d'extrême droite envers les moustiques, tu sais. Je réalise les vertus de blâmer les autres au lieu de se regarder dans le rétroviseur. Et le problème avec la voix de mon épouse, c'est pas juste que sa voix transperce le son, ça pénètre mon âme. C'est pas une joke, cette femme-là, avec une fucking question, est capable de modifier toute mon existence, même. Puis sur la vie de ma femme, comme ça, elle me dit, Adib, est-ce que c'est la faute du moustique? Ou est-ce que le comportement intrusif du moustique t'autorise à observer la haine et la colère qui t'habitent? Parenthèse comme ça, je vous déconseille fortement d'épouser des psychologues. Parce que ces estis-là, toi, tu veux juste génocider du moustique tranquille un samedi matin? Puis ils te sortent des psychanalyses freudiennes, là? Tu me racontes, là, j'étais en colère. J'étais en colère parce qu'elle déteste les moustiques. Moi, j'haïs les moustiques. Tout le monde haït les moustiques. Je vous regarde, j'observe les gens et la grégarité a des vertus. Quand on se compare, on se console. Je réalise, tout le monde hait les moustiques. Ça peut même être la personne la plus douce, sophistiquée, élégante que tu as vue de ta vie. Elle n'a jamais haussé le ton. Un après-midi dans un parc, tout est parfait, pique-nique. Est-ce que ça va? Tu passes une belle journée? Qu'est-ce que t'as? Calisse de tabarnak! Comme d'où ça sort? Toute cette haine, cette rage, cette ombre jungienne qui habite tous les êtres humains, mais dont on parle jamais. C'est seulement les moustiques qui réussissent à faire ressortir toute cette haine et cette colère chez nous. C'est pas tous les insectes qui ont droit à ce traitement. Il y a d'autres insectes qui ont droit à un certain débat, tu sais. Il y a toujours quelqu'un qui va dire « Non! 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 Tue pas la fourmi! C'est peut-être quelqu'un qui se réincarne! » Mais le moustique, c'est unanime. Fuck you, tabarnak! Ça a beau être Gandhi qui revient, va sucer ta mère! J'ai déjà entendu quelqu'un de mes propres oreilles hurler en assassinant un moustique. Va sucer ta mère
fils de pute. C'était mon épouse. Exact. Exactement. Vous comprenez désormais l'inconfort que je vivais, hein, quant à recevoir des leçons de morale de sa part à elle. Mais bon, je veux dire, sa question pénètre mon âme, me rend inconfortable. Quand je suis inconfortable, je réfléchis puis je me dis, tu sais, Adib, c'est vrai que la société traverse des enjeux pour lesquels tu n'as pas vraiment de solution à apporter, mais il y a des enjeux au sein de ton esprit pour lesquels tu peux faire des efforts. Et puis, tu sais, je peux justifier ça comme je veux. Je peux me dire que c'était juste un petit moment de haine adressé à un simple moustique. La réalité, c'est que ça aurait pu coûter la vie à 8 être humain. Donc, je me suis dit qu'il faut que je trouve une façon pour évacuer sainement la colère et la haine qui m'habitent. Comme ça, quand je fais face à des situations difficiles, je peux en quelque sorte me prémunir de tous les dangers qui m'habitent moi, tu sais. Et la seule solution que j'ai trouvée, ça n'a peut-être pas marché pour vous, là, OK, mais ce que moi j'ai trouvé pour moi, et ça fonctionne, c'est que quand je hais quelque chose, je lis. Lire. Je lis tout sur la chose méprisée. Tout! Quand je dis tout, c'est tout. Évidemment, je commence par ce qui confirme mon opinion. Ah oui, pour connaître un peu la température de l'eau là, avant de sauter. Et après, je lis ce qui dit l'inverse de ce que je pense. Et à la fin de ma lecture, si je hais encore la chose, au moins, j'ai des arguments. OK? Et j'ai lu au sujet des moustiques. Et à ma grande surprise, j'ai appris que les moustiques vivent en moyenne 7 jours. Ce qui a créé un peu de compassion en moi. Ça explique le tempérament YOLO du moustique, là, tu sais. On s'entend, ils sont YOLO, là. Ils savent que tu vas les tuer, ils viennent te sucer pareil. Puis en passant, c'est même pas qu'ils me sucent qui me dérange, là. C'est qu'ils me sucent en famille, tu sais. Ils se mettent à 40 sur un mollet comme une fucking bande de chacals mal élevés, là. Mais quand tu lis au sujet des moustiques, t'as pas le choix de développer un peu d'empathie. J'ai entendu ça une fois sur une tribune et la personne, elle avait raison. Il y a quelqu'un qui a dit « Lire muscle le muscle le plus important de la nature humaine, celui de l'empathie. » Et c'est vrai. C'est vrai, quand tu lis au sujet des moustiques, t'as pas d'autre choix que d'arriver à la conclusion suivante. Tu te dis « Ah! C'est pour ça qu'ils se comportent ainsi. Ils n'ont pas l'espoir d'un avenir meilleur. » Et quand tu prives un organisme de l'espoir d'un avenir meilleur, tout ce qui lui reste pour survivre, ce sont des comportements chaotiques, voire suicidaires. Et évidemment, je ne veux pas mettre tous les moustiques dans le même panier, là. Assurément, il doit y avoir des moustiques qui essayent d'être acteurs de changement. C'est sûr, tu as des moustiques un peu plus progressistes que les autres, est-ce qui font la chose la plus difficile, c'est-à-dire aller à l'encontre de l'opinion populaire du groupe duquel tu dépends pour survivre, parce que tu espères un changement de code et de culture à travers les comportements, puisque tu entrevois chez eux l'espoir d'un avenir meilleur. C'est très compliqué faire ça, là. C'est sûr, tu as un moustique, il a dû prendre son courage à 2 mains. Tu sais, il est pas mieux que personne, là, mais c'est juste, il va voir sa gang puis il est comme, guys, si je sais que personne ne veut entendre ça, là, mais on peut pas. On peut pas continuer à sucer le monde de même, mais si, là. Okay, ça fait 3 jours que j'ai pas vu Michel, si. C'est mon oncle, tabarnak, je l'aimais, si, là. Le monde veut nous tuer, hostie, hein? On est là, tabarnak, à chugger. Ouais, amène tes amis, hostie, j'ai trouvé un hostie bon balai, tabarnak. Puis là, je juge personne, là, tu sais. Moi, je suis pas mieux que personne, là, tu sais. Moi, j'adore ça, là, chugger, hostie, là. Même là, je pense à ça, là, tu sais. J'étais avec vous à moitié, j'ai juste envie de sucer, hostie, là. Je
Je pense qu'on est capable de faire mieux, c'est ça que j'essaie de dire. Puis j'ai pas de projet. J'ai un peu brainstormé, là. Je sais pas par où commencer, mais je me dis qu'on pourrait trouver une façon de sucer poli. C'est poli, hostie, je le sais pas, là. Moi aussi, j'ai jamais fait ça, là. On y va un à la fois. On réserve ou de pas de même, je sais pas. Ça s'habille bien, puis on suce poli, hostie, je sais. Au lieu de chugger, on déguste. O négatif, c'est rare. C'est sûr, t'as quelqu'un dans sa gang qui est comme « Bro, on est là 7 jours! YOLO, motherfucker! Je vais sucer tout ce qui suce sur ma route! Je vais sucer des paupières! Je vais sucer à l'intérieur de l'oreille! Je vais sucer entre les couilles puis l'anus, si tu vas faire! Je vais sucer derrière le genou à travers les jeans, motherfucker! Je suis capable! YOLO! Vous connaissez cette expression? YOLO? You only live once? C'est le slogan de ma génération. Vous connaissez ma génération? Les milléniaux. Vous connaissez pas les milléniaux? Qu'est-ce que ça fait? Vous nous avez probablement vu sur les réseaux sociaux, aussi. On a du fun. C'est nous, c'était YOLO. YOLO, c'est notre maxime. C'est autour de cette pensée qu'on s'organise, qu'on s'explique la réalité et puis qu'on se motive. Faites-moi pas croire, vous ne nous avez pas entendu. C'était des fois, on est dans la rue comme ça. YOLO! C'est ma gang. C'est très rarement hurler avant d'aller faire du bénévolat. C'est plus souvent hurler avant d'aller faire ce qu'on appelle communément de la poudre. Et moi, j'aime ma génération, j'adore ma génération. Je pense qu'on est capable de faire de belles et grandes choses. C'est juste que je suis un des doyens, un des plus vieux de ma génération. Et quand tu vieillis, tu réalises que si tu aimes réellement quelqu'un ou quelque chose, tu te dois d'adopter une posture critique parce que c'est la seule manière d'espérer une amélioration. Et autant que j'aime ma génération, et je m'inclus là-dedans, autant que je pense qu'on est capable de faire de belles et grandes choses, je suis pas convaincu qu'on serait en mesure de reconstruire la civilisation qu'on est présentement en train de détruire, OK? Très peu de ponts ont été bâtis après avoir hurlé « YOLO ». Et au nom de ma génération, j'aimerais juste dire que c'est pas de notre faute, OK? Il y en a que ça fait rire, Steve, mais attends, là. C'est notre responsabilité de faire quelque chose avec ça, mais c'est pas de notre faute. Je vais vous dire pourquoi c'est pas de notre faute. Je parle au nom de ma génération. C'est parce que nous, depuis qu'on est haut comme ça, OK? Depuis qu'on est à l'âge le plus perméable à l'opinion des autres, surtout à ceux qu'on considère comme des demi-dieux, nos parents, depuis qu'on est à l'âge le plus perméable, depuis qu'on est tout petit, tout le monde nous répète sans arrêt, dans la vie, regarde-moi! Ouvre tes oreilles! Dans la vie, il faut que tu sois heureux! OK? Heureux! Tous les choix que tu vas faire, c'est pour être heureux! Si à la fin de tes choix, t'es pas heureux, t'as un problème! Parce qu'on t'a tout donné! OK? T'as manqué de rien! Fait qu'il faut que tu sois heureux! Ah, moi, ça me dérange pas ce qu'il va faire dans la vie. Non, ça me dérange pas. Tant qu'il est heureux. Je sais jamais combien de temps va durer ce personnage. C'est très difficile de sortir de lui. Et ma génération, on arrive à un âge où la seule donnée avec laquelle on est capable de déterminer la qualité de notre existence, c'est est-ce que je suis heureux ou je suis pas heureux. Puis des fois, on est dans le doute, on prend pas de chance, on est comme, faut que j'aille faire du bateau. Tu sais, je vais aller prendre des photos sur un bateau, je vais le mettre sur les réseaux, comme ça les gens vont voir que je suis heureux. Puis après ça, je vais être heureux.
Puis on arrive à un âge où on réalise que c'est très difficile de concilier impôts et YOLO. OK? On a l'impression que quelqu'un nous a menti. On vieillit, puis on a l'impression qu'être un adulte, ça a beaucoup plus à voir avec les responsabilités qu'être heureux, tu sais. On est confus, on ne sait même pas quand est-ce qu'officiellement... On nous a tellement dit qu'il fallait avoir du plaisir et être heureux qu'on ne sait même pas exactement c'est quoi le moment où on peut se considérer comme des adultes. Tu sais, avant, c'était clair, tu étais un adulte, tu portais la moustache, c'était réglé, là, tu sais. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, je le sens. Il y a des gens de ma génération, je le sens, que je te dis, ils sont comme, Adib, je suis un adulte? Je suis pas un adulte? Comment je fais savoir si je suis un adulte? Je m'autorise une hypothèse, OK? Faut que je dise des affaires, sinon les gens ils sont déçus, là, OK? Tu sais que tu es un adulte si la chose qui t'excite le plus au monde et qui procure un sens à ta vie, c'est le rangement. OK? Ceux qui ont ri, là, c'est des adultes. Ils sont probablement bandés en ce moment. Parce que je viens de prononcer un concept qui leur est aphrodisiaque, esti. Je sais comment leur parler maintenant. Je suis un adulte, esti. Je sais comment les rendre heureux. Check ça. Espace de rangement. Si quand tu vois un espace de rangement, là, même s'il n'est pas à toi, tabarnak, et que tu te sens investi d'un devoir et d'une responsabilité de remplir cet espace de rangement, t'es un adulte. Si tu invites des amis chez toi, ils t'ont rien demandé. Et tu leur fais visiter tes espaces de rangement, t'es un psychopathe. Il y en a, ils font ça, c'ti. J'ai un ami, il m'invite chez lui pour me montrer ses bacs. T'es fou ou quoi, tabarnak? Je le juge pas parce que je commence à être comme ça, c'ti, puis c'est ce que j'appelle le stade du rangement. J'ai pas encore breveté le concept, mais ouais, malheureusement pour moi, j'ai pas été longtemps à l'école, mais il me semble que ça a le mérite d'être codifié. On parle très peu souvent des stades développementaux des adultes. Hein? C'est vrai, on parle tout le temps des stades développementaux des enfants. On parle très peu souvent des stades développementaux des adultes. Pourtant, c'est nous qui portons la civilisation sur nos épaules. Puis, à mi-parcours, tout le monde nous abandonne. Les enfants, on leur écrit des livres de 2000 pages. Ils savent même pas lire ces estis-là. Là. Ils servent à rien, tabarnak. Donc, c'est ce que j'appelle le stade du rangement. Ça se manifeste autour de 30-35 ans. Ça dépend des gens. 30-35 ans. Ça se manifeste pas de manière verbale, ça se manifeste de manière intuitive. De nulle part, tu ressens le besoin viscéral d'organiser le chaos de l'existence. Moi, j'ai jamais été un gars qui rangeait les shit. Jamais. Jamais j'ai rangé des shit de ma vie. Un matin, de nulle part, je suis comme, il faut que je mette quelque chose dans un Tupperware. C'est fucking gênant, man. C'est ça que j'essaie de vous dire. Vieillir, c'est ça que les gens ne préparent pas. C'est gênant. Tu commences à aimer des choses comme le rangement. Mais bon, tu te compares, tu te consoles. La grégarité a ses vertus. Je regarde autour de moi, je réalise, je suis vraiment pas le seul à être obsédé par le rangement. J'ai un ami, par exemple, il vient de s'acheter une Tesla. Tesla, objet d'ingénierie miraculeux, je pense qu'on peut en convenir. Moi, j'ai connu l'époque où tout le monde, systématiquement, dans les tribunes, dans la rue, dans les cafés, les gens ils disaient « Oubliez ça, impossible, aura jamais de voiture électrique! » Je te jure, des fois à la radio, genre « Jamais! Écoutez-moi bien! Arrêtez de pelleter des nuages! Aura jamais une batterie qui va toffer l'hiver québécois, calisse! » Toujours des gens qui n'ont rien calissé de leur vie, OK?
qui disent aux autres qu'ils vont échouer. Et on y est parvenu. On a réussi à créer la voiture électrique. Et quand je dis « on », je m'inclus dans le lot. Des gens qui ont zéro contribué, mais qui vont prendre tout le crédit parce que je suis un humain et les humains, on a fait ça. L'humanité, c'est mon équipe. Quand on fait quelque chose, je suis fier de nous, tabarnak. C'est ce que je te dis. Ouais, je suis un adepte du génie de l'innovation humaine. Je pense que quand on s'y met ensemble, on est capable de trouver des remèdes à tous les maux de l'existence. Évidemment, je ne le dirai pas dans n'importe quel contexte. Hein? Des fois, la vérité est relative au contexte. Imagine demain, les extraterrestres ils débarquent au Québec. Ben, je ne veux pas être gêné, tu sais. Je vais aller les voir, je vais être comme « Yo, excuse-moi, on a fait la Tesla. » Qu'est-ce que toi, t'as fait? Hein? Avec ton fucking vaisseau spatial au pétrole, là? Ouais, je t'ai vu arriver avec la fucking fumée qui sort du cul de ton vaisseau. T'as tout cochonné notre ozone, là. On n'est plus là-dessus, nous, là. On est sur batterie, bro. Bro, on est sur batterie depuis des années, là. Retourne dans ton esti de planète. Non, tu m'as entendu. Prends ton fucking vaisseau, puis retourne dans ton esti de planète. C'est sûr, si les extraterrestres viennent au Québec, je me permets au moins un. Retourne dans ton esti de planète, tabarnak. Ils viennent voler nos jobs, esti, parce que... C'est parce qu'il y a encore quelques Québécois de souche. Pas beaucoup, mais quelques qui considèrent que je suis un arabe. Mais si les extraterrestres débarquent, je suis québécois, tabarnak, tu sais, là. Il n'y a plus de débat, là. Tu me veux dans ton équipe, pesti. C'est moi qui crie le plus fort. Première rangée en avant. Retourne dans ton esti de planète! C'est à nous autres, Sorel, tabarnak! Essaye de nous voler Sorel! Ouvrez vos yeux, esti! T'es câlisse! J'ai dit! J'ai pas eu peur, j'ai dit! Vous êtes tous restés silencieux! J'ai dit! Puis là, à mi-chemin dans le ciel, je réalise, yo, on a un problème de main-d'œuvre, tu sais. Ça vous tente-tu de travailler au team? Le team, il ferme à 3 heures d'après-midi. On sait pas pourquoi. C'est de même. C'est encore écrit 24 heures en avant. Mais il est fermé. On s'adapte. On devine. Vous avez probablement constaté comme moi que le team ferme quand ça lui chante, est-ce que? Nouvelle affaire avec laquelle je dois dealer, là. L'été dernier, c'était le pire, hein? L'été dernier, tout le monde a une histoire. L'été dernier, tout le monde a une histoire d'un commerce fermé à des heures illégales. Je te jure, l'été dernier, j'arrive au team à 3 heures de l'après-midi, je suis comme ça. Ça a pris 5 minutes à mon cerveau comprendre c'est fermé. J'ai même dit, yo, t'es pas capable d'ouvrir une porte, est-ce qu'il est? Puis à travers toute mon agitation, le destin m'accorde un angle fortuit qui me donne accès à la réponse, est-ce-t-il? Puis je réalise, il n'y a pas trop de sel dans le rack. « 30 ans de Tim Hortons, jamais vu un Tim pas trop sel dans le rack, est-ce-t-il? Obligé d'user de l'art redoutable de la déduction. Je fais les 100 pas devant le Tim, est-ce-t-il?
Avant de sauter aux conclusions, mais j'avais pas le choix. Je suis comme, le thème est fucking fermé. Je suis devenu fou. Fou! J'ai montré ma montre à des caméras de surveillance. Fuck. Fuck. À une des caméras, j'ai dit, parce que oui, j'ai parlé à des appareils électroniques. À une des caméras, j'ai dit, je vais appeler la protection du consommateur. Je sais même pas c'est qui. J'ai pas le numéro. J'ai juste fait des menaces comme ça. À l'autre caméra, je pense avoir chuchoté quand je sais très bien que j'ai hurlé « Va sucer ta mère! » Fils de pute. Ah ouais, man. Je suis un adulte maintenant. Tu peux pas fucker avec mes horaires comme ça, là. J'ai demandé à parler au propriétaire, tu sais. Ah, je me laisse pas faire. J'ai un cas de rangement maintenant, man. Un horaire, c'est le temps rangé. J'ai demandé à parler au propriétaire, puis c'était pas compliqué, ça m'a pas demandé tant de courage que ça, parce que c'est le thème du village. Bon, ceux qui vivent dans des villages savent qu'un vrai village n'a pas de quoi soutenir économiquement la présence d'un team. Mais généralement, les teams identifient 4-5 villages trop pauvres pour avoir un team, puis ils se calissent en plein milieu. On se cote un team. Ça devient le team des villages. Ça devient comme une foire. C'est le souk. T'échanges des épices. Ça réunit les tribus, c'est ça que j'essaie de vous dire. Parce que, tu sais, les villages, on n'a pas tous la même identité. Chacun est comme une tribu. Puis au team, on fait des efforts. On échange, on marie nos filles. Des affaires de tribu, là, tu sais. Puis, en tout cas, small talk de team, c'est pas compliqué dans les villages. Ponton. Si tu connais le mot ponton, t'es correct, là. Moi, je sais même pas ce que ça veut dire, mais je sais que ça va sur l'eau, c'est tout, là. Puis je vois le propriétaire, je demande à parler avec lui, parce qu'on a déjà parlé de ponton, là, tu sais, et on se connaît, tu sais, que je le regarde comme ça, je dis, excuse-moi. Sauf tout le respect que je vous dois. Vous savez combien j'admire votre entreprise et les Timbits en général. En général, il y en a, ils sont dégueulasses. Si je te dis ça. Ah, regarde-moi pas comme ça, là. Tu sais, c'est lesquels, arrête, là. Fais-moi pas le dire, là. Fais-moi pas le dire. Check tes rapports de vente, OK? Le marché te parle. On n'aime pas ça, tabarnak. C'est dégueulasse. Je suis là pour le sucre, Christy. Qu'est-ce que tu me fais à me vendre des boules de pain, là? Ben ouais, qui se lève le matin et se dit, je vais aller m'acheter des boules de pain? Mets-moi un peu de sucre, mets-moi un peu de cannelle, fais-moi rêver, tu sais, là. Non, excuse-moi, il faut que tu enlèves ça de ton menu. C'est ça que j'essaie de dire. C'est dégueulasse, puis ça nous met dans le pétrin, man. Ça nous met dans le pétrin. Je parle au nom de la communauté, OK? Je suis le messager. Il faut pas que tu te fâches contre moi. Je suis l'unificateur des tribus. C'est ça que je suis. Eux autres, ils sont en colère. Ils sont très en colère par rapport à ça. Ils vont pas te le dire, hein? Parce que là, on rentre dans quelque chose d'un peu particulier. C'est la science des peuples. Tu vas savoir qu'ils sont en colère seulement quand c'est trop tard, OK? Fait que, écoute-moi. Il faut t'enlèves ça de ta carte, tabarnak. Parce que nous, là, ça nous met dans le pétrin. Nous, on a tous des vies difficiles, OK? Tous les humains souffrent. Ils le cachent très bien. Mais tout le monde souffre. La vie, c'est dur, OK? Même quand c'est le fun, il y a des choses qui sont dures. Tout le monde traîne 1 ou 2 bobos, OK? Puis des fois, le samedi, on se réveille le matin, puis on se dit, tu sais quoi? J'essaye tout de contrôler dans ma vie, OK?
Je suis tout le temps là en train de prendre toutes les décisions. Viens, on va au Tim, hein? On va aller au service au volant et je vais renoncer à la chose la plus sacrée qui m'a été donnée par le bon Dieu, tabarnak, ma capacité à faire un choix. Puis je vais demander avec un peu d'excitation dans mon cœur à un employé que je connais pas, fais-moi une boîte mélangée. Puis là, la boîte, elle arrive dans l'auto, mais nous, on est déjà sur l'autoroute quand on l'ouvre. Puis on réalise, vous nous avez calissé la poubelle dedans, là. Appelez ça la boîte poubelle, esti. T'as cru que j'étais un raton laveur? Mais je suis pas là pour ça. Ce débat sera pour une autre fois. L'heure est grave. Parlant d'heure, c'est l'objet de la discussion. L'autre jour, pour ne pas dire tantôt, c'était... Je suis arrivé à 3h de l'après-midi, l'été m'était fermé, man. C'est écrit où, là? J'ai pas reçu le mémo, on est rendu avec des siestes d'après-midi. T'es dans un souk à Marrakech, tabarnak, là? Le soleil est à son zénith, on fait la sieste, qu'est-ce qui se passe, là? Je suis comme, est-ce que tu penses que si je suis au Tim à 3h de l'après-midi, c'est parce que je passe une bonne journée? Là, il commence à me raconter sa vie, tu sais. Ponton! Je sais pas. Non, honnêtement, man, honnêtement, guys, il m'a dit quelque chose avec... Je sais pas, il y a quelque chose d'où ça venait en dedans de lui, ça m'a tellement touché. Il m'a fait de la peine, je vous jure. Avec comme la voix tremblante, il m'a dit « Il n'y a plus personne. Il veut travailler. » Il dit « Je suis tout seul. Je suis tout seul. » La seule solution qu'il a trouvée, c'est qu'il engage de plus en plus jeunes, là. Ça fait longtemps que personne n'a écrit en lettres attachées sur mon verre, là, OK? Pas sûr, c'est légal. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, ici? Essaye, en 2024, de parler à un adulte plus que 5 minutes sans qu'il te parle de la crise de main-d'œuvre. Impossible, ici. Essaye. Prends un adulte au hasard dans la rue, n'importe lequel. N'importe lequel. Un monsieur après le show, prends-le dans la rue comme ça. Monsieur, bonjour. Ça va bien? Ça va. Quoi de neuf? Il n'y a plus de main-d'œuvre. Il va te le dire. Parce que c'est sa réalité qui est ébranlée. Il n'a jamais vu ça de sa vie. C'est comme un nouveau paramètre qu'il doit intégrer en fin de vie. C'est compliqué pour lui. Il n'y a plus de main, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce que tu peux faire, c'est constater que tranquillement, ils sont en train de nous intégrer à la chaîne d'employés de tous les commerces du Québec. Tu as probablement constaté que c'est toi qui fais la caisse maintenant. Tu sais, l'autre jour, j'étais en train de faire la caisse au Super C, puis... Tu sais, quand tu fais la caisse au Super C, je suis en train de faire la caisse au Super C, puis au bout de 5 minutes, je suis comme, yo, je travaille pas ici, tabarnak, tu sais. Comment ils m'ont eu? J'ai même pas de formation. J'ai pas d'uniforme. Mais je suis là, j'ai du fun, tu sais. J'ai du fun parce que, honnêtement, je suis un peu bon, tu sais. Dans le langage des caisses, je suis ce qu'on appelle un naturel, tu sais. Je ferme les yeux, je trouve le code. C'est malade, là, tu sais. J'ai du plaisir. Puis moi, je suis comme tout le monde. Tu sais, quand je fais quelque chose, puis je suis bon ou je m'améliore, en le faisant, ça crée un sentiment de compétence. En dedans de moi, ça génère de la confiance. Ça me rend heureux, tu sais. Je suis tellement heureux, je me trouve tellement bon, je juge les autres. Ils sont tous là en train de demander de l'aide. Excuse-moi, je sais pas... Je suis là, bro, c'est une orange, ça se scanne pas, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Même moi, je le sais, c'est ma première journée.
Puis là, je continue, mais le bonheur, quiconque l'a déjà touché, sait qu'au contact, il s'effrite, tu sais. Puis tranquillement, la réalité me rattrape. Je scanne mes aliments, puis le prix des aliments, ça m'agresse, tu sais. Tu sais, d'habitude, quand t'es un vrai être humain, un vrai employé qui faisait le travail, tu regardais de côté, tu sais. Tu regardais pas vraiment. Tu étais comme, je l'ai vu tantôt quand je l'ai pris, c'est fucking cher aussi. Je connais le prix, tabarnak. Juste fais le bruit avec la machine que je colle ma carte puis je décalisse d'ici, là. Mais là, maintenant que c'est toi qui fais la caisse, chaque prix, je suis comme, tabarnak! Chaque aliment, je m'auto-flagelle. Je suis comme, j'aime même pas le beurre. Pourquoi tu l'as pris, esti? Ça commence à m'agacer, man. Ça me rend inconfortable. Puis quand je suis inconfortable, esti, je réfléchis, tu sais. Je réfléchis, puis moi, j'ai pas fait HEC, tu sais. Moi, j'ai pas fait HEC, OK? Malheureusement, pour moi, j'ai pas été longtemps à l'école, j'ai pas fait HEC, mais grâce à l'art redoutable de la déduction qui est offert gratuitement à tous les êtres humains, OK? Je me mets à réfléchir, puis je suis comme, attends une seconde. OK. T'as moins d'employés à rémunérer. Donc, techniquement, t'as plus de cash dans ton entreprise, esti. Donc, techniquement, le prix des aliments pourrait être comme avant, tu sais. Avant que je travaille gratuit. Parce que je te rappelle, je travaille gratuit. J'ai même pas de CSST pour me protéger. Comme si je me blesse, là, il faut que je rentre en boitant comme un fucking lait à la maison. On me pensait à ça 2 secondes. Avant, il y avait quelqu'un, l'État imposait qu'il soit protégé pendant cette manœuvre. Maintenant, on est juste là en train de le faire, est-ce que? Je suis en train de le faire, tabarnak, mais non seulement c'est pas le même prix qu'avant que je travaille gratuit, c'est pas comme avant que je travaille gratuit, je te demande même pas qu'il soit moins cher. Je te demande même pas de rabais employé. Non seulement c'est pas comme avant, c'est plus cher qu'avant. Moi, pendant 2 ans, j'avais pas de travail. Parce qu'il fallait sauver l'humanité. Pendant que toi, tu faisais des milliards de profits, j'ai même suivi les fucking flèches à terre. Comme un fucking lait. Puis là, je reviens travailler. Puis quand je finis la scène, il faut que j'aille faire du overtime au Super C, esti. Puis juste au moment où je ressens ce besoin viscéral de me révolter, je réalise, j'ai pas le code des bananes. C'est comme ça qu'ils m'ont eu, les estimes. Tout ça pour dire, mon ami s'est acheté une Tesla. OK? Ben ouais. Vous me laissez commencer des histoires et poursuivre sans insister pour que je les termine. Mon ami s'est acheté une Tesla, puis il m'appelle. Tu sais, il y a des gens, ils font ça, des fois, ils s'achètent des shit, puis ils t'appellent. Mon ami s'achète une Tesla, puis il dit « Adim, j'ai acheté un Tesla. Viens voir ma Tesla. » Puis normalement, j'aurais répondu « Appelle ton père. Si tu veux que quelqu'un soit fier de toi, appelle ton père. C'est quoi la prochaine affaire? Tu vas me demander de coller tes dessins sur mon frigidaire? Ils sont pas beaux, tes dessins, câlisse. » Mais on traverse une période de récession. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais tout le monde en parle. Je me dis, ça doit être vrai, tu sais. Et, mon ami, comme moi, vient de la classe populaire. C'est pas quelqu'un qui était très fortuné. Je sais que pour avoir cette voiture, il a dû travailler très, très fort et faire beaucoup de sacrifices. Puis c'était important pour lui de l'acquérir. Même, c'était presque politique, là, tu sais. Il nous en parlait à tous les jours. Puis je me suis dit, il faut aller le célébrer parce qu'en vieillissant, tu réalises que célébrer les autres, je veux dire, ça a des bienfaits exceptionnels pour ton âme et pour l'âme de la personne que tu célèbres. Et je me disais, d'autant plus, ça me donne l'opportunité de voir de mes propres yeux l'objet d'ingénierie miraculeux
merveilleux qu'est la voiture électrique, parce que je me souviens très clairement de l'époque où tout le monde disait c'est impossible, impossible. Puis j'étais devant avec l'intention d'être admiratif. Puis je la regardais, puis je savais que ce que je voyais, c'était pas une voiture, c'était un symbole. C'était un symbole. Je savais que pour que cette voiture existe, il faut que des millions d'êtres humains sacrifient des petits moments de leur existence pour faire avancer ne serait-ce qu'un détail technologique qu'ils n'ont aucune idée qui va contribuer à la conception de quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux. Il faut que ces moments, de manière miraculeuse, se multiplient de manière exponentielle à travers le temps, l'espace, les cultures, les religions. Je savais que si on prenait tous les gens qui ont contribué de proche ou de loin à la conception de cette voiture et qu'on les réunissait dans la même pièce, ils trouveraient le moyen de s'entretuer. OK? Mais pas le progrès. Le progrès, on n'a rien à chier de nos failles. Il n'y a rien de plus poétique. Et justement, je le regardais comme un poème. J'avais des larmes aux yeux devant ce dont on est capable. Et mon ami, la seule chose qu'il voulait me montrer, la seule chose qui l'intéressait, il attendait ça probablement depuis fucking 2 semaines. Il était devant son auto, fucking excité. Il ouvre le moteur, puis il est comme, Adib, c'est pas un moteur, c'est du rangement. Tu peux inventer ce que tu veux. Tant qu'on peut ranger des shit dedans, on va être content. J'ai un autre ami, tu veux parler de miracle? Si tu veux parler de miracle, j'ai un autre ami, il s'est acheté une maison. OK? Ceux qui ont ri sont probablement dans ma génération. Les autres sont propriétaires. J'ai un ami, il s'est acheté une maison, mais lui, on n'a pas hésité 2 secondes avant d'aller le célébrer, mon épouse et moi, parce que lui et son épouse, on le sait, ils viennent de la même place que nous. On sait qu'ils ont travaillé très, très fort pour s'acheter une maison. Puis de nos jours, je vous apprends rien, c'est rendu miraculeux de pouvoir le faire. Et je sais que c'est pas tout le monde qui rêve d'avoir une maison, mais c'est pas ça qui est important. C'est pas la maison, c'est le symbole, c'est ce que ça représente, OK? Parce que, tu sais, moi, il y a beaucoup de gens, ils m'idéalisent, hein? Ils m'arrêtent dans la rue, puis des fois, les gens, ils m'arrêtent dans la rue, ils sont comme « Adib, t'es un être humain extraordinaire! » Quand j'étais petit, je rêvais d'être un criminel, OK? Mon voisin d'en haut vendait de la drogue. Mon voisin d'en bas vendait de la drogue. Les deux étaient très gentils avec moi. Et moi, je me disais, un jour, je vais vendre de la drogue et être gentil avec les enfants. OK? C'est comme ça que ça réfléchit, un enfant, tu sais. Et ma mère voyait que j'idolâtrais ces gars-là. Elle le voyait. C'est très difficile de convaincre quelqu'un de ne pas idolâtrer ce qu'il idolâtre. Donc, elle a dû faire preuve d'ingéniosité parce qu'elle n'avait pas les moyens de déménager. Donc, ma mère, elle a dû user d'un symbole plus fort que celui de l'appât du gain. Ma mère, à tous les jours, elle me disait « Adib, travaille! Comme ça, un jour, tu peux t'acheter une maison. » Puis essaye en 2024 de parler à un adulte plus que 5 minutes sans qu'il te parle du prix des maisons. C'est impossible, tabarnak. Essaye après le show. Après le show, hostie. Prends un monsieur au hasard. N'importe lequel. Dans la rue. Monsieur, bonjour. Ça va bien? Ça va. Quoi de neuf? Il n'y a plus de main-d'œuvre. Oui, mais à part ça, c'est plus achetable, tabarnak. Il va te le dire, parce qu'il n'a jamais vu ça de sa vie. Il n'a jamais vu un pays qui dispose d'autant de terres et de gens capables, incapables de fournir des maisons à la génération qui arrive. Et essaye de parler aujourd'hui à un adulte sans qu'il t'en parle, c'est impossible. Moi, avant, quand les adultes parlaient, ils disaient tous la même chose. Je n'écoutais pas. Mais maintenant, je vieillis, puis quand les adultes disent tous ensemble la même chose, je me dis peut-être qu'il y a une sagesse qui se dégage de la parole populaire. Et je travaille pour vous. Je ne sais pas si vous le saviez. Je veux dire, des années d'expérience m'ont mené à cette conclusion. Un artiste, ça n'a pas le choix. Soit ça travaille pour le peuple, soit ça travaille pour le diable. Il n'y a pas d'alternative, OK? Et parce que je travaille pour vous et que j'ai entendu plusieurs fois, par centaines, des fois par milliers, des gens s'exprimer avec colère et haine,
J'ai entendu beaucoup de haine exprimée à l'égard du système parce que je travaille pour vous et que j'ai ressenti cette haine. J'ai lu. J'ai lu au sujet de l'immobilier, même si je connaissais fucking rien là-dedans, OK? Zéro. Mais parce que tout le monde en parle, je me suis dit, je travaille pour eux, je vais aller lire, OK? Et de ce que j'ai lu, on serait plus en mesure de s'acheter de maison. Et là, s'il vous plaît, faites attention, OK? Je tiens à le préciser, je suis dramatiquement sous-éduqué. J'ai tellement pas de diplôme que c'est un danger pour moi, hein? Un danger public même, de m'adresser dans un micro à une foule, OK? Faites vos recherches, tabarnak. Mais j'ai le droit de lire, puis j'ai lu. Je donne mon opinion authentique de ce que j'ai compris. J'ai utilisé mon intellect pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et j'ai lu, et de ce que j'ai compris, on serait plus en mesure de s'acheter de... Et là, faites attention, il y a beaucoup d'hypothèses. C'est un sujet très complexe. Beaucoup d'hypothèses. Moi, ce que je vous dis, c'est ce qui faisait le plus de sens pour moi et mon cerveau, OK? Donc, je sais qu'il y en a qui sont comme « accouche, tabarnak ». OK. So, de ce que j'ai compris, on serait plus en mesure de s'acheter de maison parce que le gouvernement imprimerait trop d'argent. Comme si le gars qui était à l'impression, il était sa poudre, tabarnak. Et ce faisant, à travers les décennies, ça diluerait la valeur de l'argent, ce qui fait en sorte que le prix exorbitant d'une maison n'est pas un reflet de sa valeur, mais un reflet de ton argent qui ne vaut plus rien. En passant, vous devriez être alarmé que c'est moi qui vous parle de ça. OK? Quiconque me connaît sait que je connais fucking rien à l'immobilier et l'argent. Mais tabarnak, je lis, je travaille pour vous et surtout, de temps en temps, j'ai accès à des politiciens, esti. Ben oui, des fois sur les plateaux de télé, je les croise. Ben oui, puis je me dis, pourquoi je ne vais pas aller lui parler? Je peux lui parler, tabarnak? Pourquoi je serais gêné? C'est pas lui qui est honorable, c'est le rôle qu'il occupe. Le rôle, il nous appartient, puis à l'extérieur du rôle, on est tous nés égaux, tu sais. So, je me dis, je suis pas gêné, tu sais, je vais aller le voir, puis de toute façon, là, c'est quoi un politicien? Un politicien, c'est quoi? Un politicien, c'est quelqu'un, il s'est levé un matin, il s'est regardé dans le miroir, puis il s'est dit, oui. Oui, c'est moi. C'est moi qu'il leur faut. J'ai suffisamment lu. J'ai assez lu. J'ai lu. J'ai tellement lu que ce serait un danger de priver la société de mes connaissances. J'ai lu au sujet de l'économie, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie. J'ai lu au sujet de la science des civilisations, ce qui fait en sorte qu'une civilisation est capable d'adopter des comportements qui assurent la paix, la cohésion sociale, le foisonnement, le génie humain, l'innovation. Je connais aussi pertinemment quels sont les gestes que l'on peut poser collectivement qui peuvent inévitablement mener une société à l'échec. Ce serait un crime de préserver la civilisation qui m'a mise au monde et qui m'a permis d'acquérir toutes ces connaissances. Ce serait un crime de la préserver, de mon talent indéniable, de souffler en leur nom dans les voiles de la démocratie. Soit ça, soit il se dit, mon papa le faisait, peut-être que moi aussi. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être chauffeur de taxi comme mon père. Il y en a d'autres, ils voient leur père puis ils se disent, un jour, moi aussi, je vais avoir accès au code, aux lois, à l'algorithme qui a un impact sur la vie de millions d'individus. Je le mérite, je suis la bonne personne. Il y a des gens, ils se disent ça, tu sais. Et moi, des fois, ces gens-là, je les croise sur des plateaux.
Puis je me dis, je vais aller leur poser des questions. Je travaille pour vous, tabarnak, tu sais. Je dis, je vais aller poser une question. Puis de toute façon, ils n'ont pas peur de moi. Hein. Ils savent que je suis juste un fucking clown, là. J'étais un crétin, ils le voient, là. Les crétins font peur à personne, hein. Puis ils savent que je viens de pas grand-chose. Ça paraît dans mes dents, là, OK? À chaque sourire, chaque fois que je suis heureux, tu le vois dans ma bouche, j'ai aucune calice d'idée quoi faire avec la deuxième fourchette sur la table, OK? Eux autres, quand ils me voient, ils savent que dans le Titanic, je suis dans la cale, esti, avec les pauvres en train de danser, esti, avec tous les Irlandais, tabarnak, OK? So, je vais voir un politicien comme ça, je dis, excusez-moi, j'ai une question pour vous. À ce qui paraît, vous imprimez de l'argent, esti? Je savais même pas que ça se faisait, tabarnak, tu sais. Je savais pas qu'il y avait une machine quelque part, tu sais. Mais on apprend ça comme ça. Vous imprimez de l'argent, et tu des cartouches, c'est du gossant à remplacer, tu sais. Où la machine, en tout cas, bref. Moi, je savais pas. Moi, honnêtement, personnellement, je viens de la pauvreté, puis quand t'es pauvre, personne ne te parle d'argent. C'est ironique, tu te dirais que l'État investirait massivement à éduquer les pauvres sur comment fonctionne le système monétaire, mais pas du tout. En fait, moi, je pensais que tu allais à la banque, mettons, tu voulais plus le morceau de papier, tu le donnais à la banque, tu dis, j'en veux pas de ta calice de cochonnerie, puis ils te rendent une pépite d'or ou quelque chose comme ça. Je sais pas, tu sais, je sais pas, je pense comme un pauvre, tu sais. Et là, j'apprends que vous en imprimez. Et à ce qui paraît de ce que j'ai lu, plus vous en imprimez à travers le temps, plus ça dilue la valeur de l'argent. Mais le problème, c'est pas l'argent, c'est le symbole. Parce que nous, on est des créatures humaines. Puis on se motive, puis on s'explique le réel à travers des symboles. Et si vous savez que vous imprimez de quelque chose qui dilue la valeur d'un symbole qui est nécessaire à la cohésion sociale et la paix, si vous savez ça, pourquoi vous continuez à le faire? Puis ils te répondent, c'est parce qu'il nous reste de l'encre. Puis sur le coup, tu te dis, ben oui, ça fait du sens. Il reste de l'encre. Mais plus tu y penses, plus tu es inconfortable. Plus tu es inconfortable, plus tu réfléchis. Puis plus tu réfléchis, plus tu en viens à la conclusion que ce faisant, il nous prive d'un droit fondamental à l'accès à un miracle de l'expérience humaine qui est celui de s'acheter un lopin de terre. OK? C'est pas tout le monde qui comprend, je recommence. OK? C'est un miracle. Il faut me prendre au premier degré. C'est un miracle. Miracle! Wow! Miracle, pas « miracle, l'autobus est arrivé à temps ». Non. Miracle, il marche sur l'eau, tabarnak. Miracle, c'est un miracle de l'expérience humaine qui est celui de s'acheter. 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 Acquérir. 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 Tatouer, tabarnak. Acquérir un lopin. C'est comme ça que ça s'appelle. Un lopin de terre. Tatoué, tabarnak. Tu peux faire ce que tu veux avec. Personne ne peut te l'enlever. OK, c'est pas tout le monde qui comprend. Je recommence, Steve. Une civilisation fonctionnelle, comme celle dans laquelle on prétend vivre, fait la promesse aux citoyens qui souscrivent à son régime de loi que si tu es en mesure de te priver d'un bonheur immédiat au profit d'un bonheur futur, que tu travailles fort et que tu as un peu de chance, tu peux t'acheter un lopin de terre. Tatoué, tabarnak. La terre est tatouée jusqu'au magma. Tout est tatoué. Personne ne peut te l'enlever. Tu peux faire ce que tu veux avec. OK, là, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui embarquent. Mais je vois aussi des regards creux et globuleux. Et je laisse personne derrière. Il y a de la place dans cet autobus, même pour les plus lents d'entre nous, OK? On va faire 3... On va faire 3 pas en arrière. On va se donner un peu de perspective. La perspective permet la respiration de la réflexion. Ça aère un peu, OK? On va faire 3 pas en arrière, puis on va réfléchir tous ensemble. OK, par où je pourrais commencer? OK. T'existes.
chaque personne ici ce soir existe. Hein? Quel serait l'intérêt de débattre sur la validité de ton existence? Je veux dire, on sortirait tous perdants de ce débat. Hein? On aurait perdu du temps. Néanmoins, chaque personne ici ce soir connaît au moins une personne dans sa vie qui est tout le temps comme « Mais là, imagine, j'existe pas pour vrai. Non, non, non. » C'est quelqu'un qui a trop aimé le cours de Descartes au cégep, là. Bon. Alors, je m'autorise une hypothèse qui démontre la validité de ton existence. C'est pas la meilleure, mais ça fait du sens. Ça fait du sens. Pour moi, c'est ce que j'utilise en attendant de trouver mieux. C'est ce que j'utilise. Je souffre, donc je suis. Pas parfait, mais ça fait du sens, tabarnak. T'as mal, tout le monde ici a mal, au moins une fois par jour, t'as mal à l'intérieur, dans ta tête, sur ton corps, n'importe, tout le monde a mal. Quel serait l'intérêt de non exister et avoir mal? Fait pas de sens, esti. Qui jouerait à ce petit jeu-là, là? Mais non, t'existes parce que t'as mal. OK, mais tu sais pas pourquoi t'existes. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui fait que quelque part, la vie est juste. Il n'y a personne ici ce soir qui a aucune idée de ce qu'il fait sur Terre. Je veux dire, à part un acte de foi. Personne ici ce soir a aucune calice d'idée de ce qui calice sur Terre. Personne ici ce soir a aucune calice d'idée qu'est-ce la Terre. La Terre, est-ce que la Terre, c'est une boule. Il y a des girafes dessus. Qu'est-ce que je te dise? Personne n'a aucune calice d'idée qu'est-ce la Terre, calice dans l'univers. Mais si tu as la chance de naître dans une civilisation fonctionnelle, que tu travailles fort et que tu as un peu de chance, il y a un morceau de cette boule sur laquelle tu n'as aucune calice d'idée qu'est-ce que tu fais, est tatoué, tabarnak. Personne ne peut te l'enlever. Tu peux faire ce que tu veux avec. C'est un miracle. C'est un miracle. Les êtres humains se sont organisés autour de l'idée que si tu travailles fort et que tu as un peu de chance, il y a un morceau de papier sur lequel on dit ce morceau de terre est à toi. Personne ne peut te l'enlever. Tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux chier dessus pendant 20 ans. Aucun de tes voisins peut venir te voir et dire « Excuse-moi, on s'est concerté dans le village. On aimerait ça t'arrêtes de chier dans ta cour, s'il te plaît. » Parce que toi, tu peux lui répondre « Get the fuck out de mon lopin de terre, man. » Ça, c'est mon lopin de terre, là. J'ai travaillé fort pour ça. C'est pas mes parents qui me l'ont donné, là. Ben ouais, j'ai sacrifié ma vie pour ce morceau-là. Je vais t'expliquer quelque chose, voisin, OK? Parce que je t'aime. Je vais t'expliquer quelque chose. À l'extérieur de ce 5000 pieds carrés, là, je sais que c'est pas gros, mais c'est plus achetable, tabarnak, OK? À l'extérieur de ce 5000 pieds carrés, là, c'est ce qu'on appelle la démocratie, OK? Je vais volontairement souscrire aux codes et aux lois qui assurent des rapports cordiaux entre individus. Je vais volontiers montrer la part la plus lumineuse de mon identité à tous les concitoyens que je vais croiser sur ma route pour les convaincre inconsciemment, eux aussi, d'adopter des comportements qui assurent la paix et la cohésion sociale. Mais à l'intérieur de ce 5000 pieds carrés, c'est un empire. Puis moi, je suis le Napoléon de la marde. Et là, je sais qu'il y en a qui sont comme, oui, mais Adib, pourquoi ternir un argumentaire aussi bien construit que celui du miracle du lopin de terre en l'associant à l'acte désagréable et vulgaire de déféquer? C'est parce que j'essaye de vous dire quelque chose. Il y en a, ils pensent que je suis là pour faire rire. Faire rire, c'est le prix à payer pour dire ce que j'ai à dire. J'essaie de vous dire qu'un être humain a besoin
Un être humain est habité par le besoin viscéral d'appartenir à un morceau de terre sur lequel il peut se gouverner librement parce que c'est la seule manière pour lui d'avoir accès à tout son potentiel et ainsi espérer fournir des remèdes au chaos de la tragédie de l'existence. Il y en a, ils pensent, je suis là pour faire rire, tabarnak. Je suis en train de devenir fou avec ça, là. Je te le dis, man, je suis en train de devenir fou avec ça. Je pense juste à ça. Comme imagine, t'es en 1204. Imagine, t'es en 1204, il y a un roi ou une reine, il te donne un morceau de terre. Il faisait ça dans le temps, non? Le roi ou la reine, il disait, tu sais quoi, je te donne un morceau de terre, puis en échange de ce que je te donne, toi, tu vas cultiver la terre. Moi, je vais te protéger des brigands, je vais paver les routes, je vais livrer ton courrier, puis toi, tu vas cultiver la terre. Puis à chaque année, je vais prendre quelques légumes. Toi, tu te dis, c'est un bon échange, puis ce qui fait la qualité d'une relation, ce sont des échanges sains. Tu sais, tu te dis, je vais le faire. J'ai jamais rêvé de cultiver, mais pourquoi pas? Tu te mets à le faire, puis au début, tu es éclaté. Mais plus tu le fais, tu deviens bon. Tu deviens tellement bon qu'à la foire, les gens t'appellent Monsieur Cocombe, OK? Au début, ça te fait chier parce que t'es comme, je suis pas Monsieur Cocombe. Mais plus tu le fais, plus tu réalises c'est parce qu'ils aiment tes cocombes, esti. Puis peut-être que tes enfants, puis leurs enfants vont s'appeler Cocombe parce que vous étiez bons à faire des fucking cocombes. T'es heureux de rendre les gens heureux, mais t'es un peu en colère. Parce qu'au bout de quelques années, tu réalises c'est pas vrai que le roi et la reine prennent quelques légumes. Prennent la moitié, puis les meilleurs. Chaque année, il prend les plus verts, puis ça te fait chier, tabarnak. Ça te fait chier parce que c'est toi qui prends les risques, c'est toi qui as développé ta méthode, c'est toi qui se réveille à tous les matins, avant l'aube, et que tu deals avec les fucking moustiques toute la journée. Évidemment, à la foire, personne ne sait que tu es en colère. Tu montres la part lumineuse de ton identité. C'est comme ça qu'on assure des rapports cordiaux et harmonieux. Mais ta terre, elle, à tous les matins, elle te voit. Puis elle sait. C'est la seule qui sait. C'est la seule qui sait toute la haine qui t'habite maintenant à l'égard du roi et de la reine. C'est la seule qui voit germer en toi l'idée de la vengeance. C'est la seule qui est présente le jour où tu te dis « Fuck it! Je vais chier sur ma terre! » Je vais mobiliser toute la marde de tous mes animaux et la nuit, sans que personne me voie, je vais répandre ça égal sur toutes mes semences et le roi et la reine vont littéralement manger ma marde. Jusqu'à ce que tu réalises, les légumes goûtent meilleur. Si la terre n'est pas à toi, tes voisins peuvent venir te dire d'arrêter de chier dessus pendant que tu es en train de contribuer à l'essor technologique de l'agriculture puis d'inventer le fumier. Est-ce que tu comprends ce que j'essaye de dire? Le monde, il pense que je suis là pour faire rire. Je suis en train de devenir fou avec ça, man. L'autre jour, j'étais tout seul devant chez moi comme ça. Terre, terre, terre. Ma femme, elle sort, elle est comme, ça va-tu, bébé? Je suis comme, terre, terre, terre. 2 secondes, terre, terre, terre. Écoute, terre, terre, terre. Earth, terre, earth. Terre, earth, earth, en arabe. Earth, earth, terre. C'est les mêmes sons, tabarnak. Ils ont pris les mêmes sons dans 3 langues qui ne se connaissent pas pour qu'on n'oublie pas. Pour qu'on n'oublie pas que c'est un concept qui est sacré. C'est inhérent à la nature d'un mot d'être sacré. C'est pour ça que ça s'appelle un palais, tabarnak. C'est parce que tout ce qui sort de ta bouche a le potentiel d'être royal. C'est pour ça qu'ils ont mis des dents devant. C'est pas des dents, c'est des soldats pour te protéger. T'es n'importe qui essaie de voler tes mots. Tu sais, je suis en train de devenir fou, OK? Puis quand je deviens fou comme ça, j'ai des phrases qui popent dans ma tête qui veulent rien dire, mais tout dire en même temps, c'ti. Puis de nulle part, j'entends, il y a beaucoup plus d'eau que de terre sur Terre. Mais on l'appelle pas la planète eau, tabarnak. C'est parce que tu viens de la Terre. Puis tu retournes à la Terre. Puis entre les deux, si tu as un peu de chance, tu peux t'acheter un lopin de terre, est-ce que...
C'est pour ça que je me méfie des condos au tabarnak, OK? Parce que... Et là, faites attention, je veux pas gâcher la vie des gens qui ont des condos. J'ai même moi-même déjà eu un condo et ça a été excessivement difficile pour moi de l'acquérir. D'abord parce que je proviens de la classe populaire, puis deuxièmement parce que je suis un artiste et la banque voulait pas me financer parce que je suis un artiste. La banque aime pas les artistes, je sais pas si vous saviez ça, mais la banque aime pas les artistes parce qu'ils savent qu'on sait trop de choses sur la terre, OK? Puis je vous jure, ça se jouait à quelques dollars. Puis la madame, elle me dit, monsieur, je suis désolé, on vous fait pas confiance. Vous n'avez pas quelqu'un dans votre famille ou votre entourage qui pourrait vous endosser? Puis moi, j'ai pas le temps de réfléchir. Advienne que pourra, acte de foi. OK? Puis je suis comme, madame, je suis le premier de mon arbre généalogique à acquérir quelque chose en Amérique. Qui tu veux, j'appelle? Mon cousin Hossam? En Irak? Pour qu'il me vire des dinars? Qui valent plus rien? Parce que le pays a été décimé par une guerre financée par de l'argent imprimé qui a fait plus de 1 million de morts. Tout ça pour qu'une poignée d'avares puisse piller le pétrole d'un peuple, des morts qui auraient été évitées si on avait inventé la Tesla à temps. 2 jours après, la madame me rappelle. Pour vous dire hein, que même dans les lieux qu'on diabolise le plus, là où il y a un être humain, il y a un espoir de bonté. La madame me rappelle, puis elle me dit, monsieur, ce que vous m'avez dit, ça m'a tellement touché. J'arrête pas d'y penser. Elle me dit, ça m'a tellement ému que j'ai joué avec les chiffres. Okay? Elle me dit, j'ai fait quelques contorsions fiscales. Vous allez pouvoir acquérir votre condo. Je te jure, à ce jour, c'est le plus bel acte de bonté que j'ai jamais reçu de ma vie. Okay? Déjà, en partant que quelqu'un de décent se comporte en criminel, pour moi, c'était... C'est pas juste moi qu'elle a rendu heureux, c'est toute ma famille qu'elle a rendu heureux. Et tout le monde est venu me célébrer, c'était exceptionnel. J'ai jamais vu autant de gens heureux pour moi. Même moi, j'étais heureux, mais quiconque ici a déjà touché au bonheur sait qu'au contact, il s'effrite. Puis au bout de quelques jours dans mon condo, je commence à être inconfortable. Je suis heureux, mais je suis inconfortable. Puis quand je suis inconfortable, je réfléchis. Puis au bout de quelques jours, je réalise, c'est parce que j'ai pas de terre. Ah, il y en a, ils pensaient que j'avais fini avec ça. Non, tabarnak. Ils m'ont vendu de l'air. OK, c'est pas tout le monde qui comprend. OK. Il y a un gars, il a acheté la terre. Elle est à lui. Il peut faire ce qu'il veut avec. Il a appelé ses amis, leur a demandé de subdiviser de l'air. Puis moi, il m'a vendu un lopin d'air sur lequel je peux pas chier parce que ça tombe sur mes voisins. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que si tu peux pas chier dessus, c'est pas à toi. Je suis pas fou, man. C'est un symbole d'une puissance extrême. Je suis pas fou. C'est avec un morceau de terre qui ont attiré la plupart de vos ancêtres. J'invente pas ça, j'ai appris ça dans mes cours d'histoire. En même temps, j'allais au public, là, ça vaut ce que ça vaut, là, tu sais. Je sais que ça vexe toujours des gens quand je dis ça. Il y a des professeurs extraordinaires au public, mais c'est une loterie, Puis la maison gagne souvent, hein? Le prof d'histoire au secondaire, au public, il te raconte qu'est-ce qu'il se rappelle. Commence le cours, il est dans les nazis, 15 minutes après, il est dans les pharaons, t'es comme, bro. Comment on a fait nazi-pharaon en 15 minutes, là? Moi, j'ai eu un professeur d'histoire qui avait la plus belle qualité de toutes les qualités, selon moi, puis je vous le dis sincèrement, c'était un homme d'un enthousiasme
exceptionnel. Il nous a transmis par sa passion l'art de l'apprentissage, la curiosité. Le plus beau de tous les outils, man. Apprendre à apprendre. On était avides d'apprentissage grâce à sa passion. La seule chose que je reproche, c'est même pas à lui, puis je le dis honnêtement, c'est à l'État. Parce que l'État impose ce qu'on raconte aux gens. La seule chose que je reproche, c'est que quand est venu le temps de nous raconter l'histoire de la genèse civilisationnelle québécoise, je trouve qu'ils ont pris des raccourcis. OK? Honnêtement, ils ont pris des raccourcis. Tu sais, aujourd'hui, je choisis mes livres, je suis comme, bro, c'est pas la bonne histoire qu'on m'a dit, là. Évidemment, je parle du vrai monde, les vrais gens, le vrai peuple. Quand vient le temps de parler des dirigeants, ça, c'était assez clair, c'était lucide. Leurs noms sont toujours bien écrits. Vous remarquerez, il ne manque jamais d'encre pour parler des dirigeants. Mais quand vient le temps de parler des vrais gens, là, c'est un peu plus compliqué. Je me rappelle, le professeur faisait face à une classe de 32 immigrants. C'est le moment de raconter une histoire à des créatures humaines, les faire rêver. Puis toute ma vie, je me rappellerai, je vous jure, c'est la genèse civilisationnelle québécoise. Et toute ma vie, je me rappellerai, il disait, tu sais, vous, là, vos parents, là, hein, ils voulaient tous venir ici. Hein? Tout le monde, là, toute la planète veut venir ici. Mais c'était pas comme ça dans le temps, là. Dans le temps, personne ne voulait venir ici. Parce qu'il faisait fret, tu sais. Fret, là. Fret, pas de canuc, là, tu sais. Fret, pas de bas de sorel. Fret, il y a des tribus qui s'entretuent depuis des décennies. Fret, flèche dans le cul, là, tu sais. Fret. Fret, puis fallait que tu partes de la France. 6 mois de bateau. Il y a une promesse de terre qui t'attend. C'était ça qui faisait, une promesse de terre. Fait que c'était la promesse d'aller travailler qui faisait que le monde faisait 6 mois de bateau. C'est pas un cruise carnival, là. 6 mois de bateau, pogner le scorbut, chier du sang, perdre des dents. Ben oui. Qui c'est qui a envie de faire ça? 6 mois de bateau, mais il y avait besoin de monde. Il y avait besoin de monde. C'est pour ça qu'il a fait un morceau de terre. Il y avait besoin de monde parce qu'il manquait de main-d'œuvre. Ben oui. Manquait de main-d'œuvre. C'est pas les bourgeois qui vont prendre des marteaux puis construire des buildings. Besoin de vrai monde. Fait que là, il faut que tu te dises qui c'est qui était prête à tout laisser derrière pour une terre que peut-être on va te donner. Ben, il faut que tu te dises c'était quelqu'un qui n'avait pas grand-chose. Hein? La crasse de la crasse. Le bas de la crasse, une couche en dessous de la crasse. Il y en a beaucoup, c'était des prostituées puis des voleurs. Ils nous disent ça, puis nous, on est comme, what the fuck? Des putes et des voleurs, est-ce? Comme les Américains, ils ont les pères fondateurs gravés dans de la roche de montagne. Nous, on a les bouquets du métro Berry-UQAM. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Puis j'ai rien contre les putes et les voleurs, là. J'adore les putes et les voleurs. Mon âme est peuplée de putes et de voleurs. C'est juste qu'aujourd'hui, je côtoie ces gens qui décident quelles sont les histoires qu'on raconte. Et je sais qu'ils prennent des raccourcis parce qu'ils sont indifférents à votre condition. Et je considère que c'est une faute morale. Parce que cette journée-là, c'était l'opportunité de me dire à moi et tous ces enfants que vos ancêtres et mes parents ont exactement la même chose en commun, c'est-à-dire le courage de tout laisser derrière dans l'espoir d'un avenir meilleur, un endroit où ils vont investir leur génie, leurs efforts et leur progéniture dans l'essor civilisationnel québécois. T'imagines si on m'avait dit ça quand j'étais un enfant? T'imagines? Imagine, si on m'avait dit ça quand j'étais jeune, j'aurais probablement pas traversé une crise identitaire aussi sévère que celle que j'ai connue. Probablement qu'aujourd'hui, je serais souverainiste, En ce moment, j'avoue, je suis entre les deux, là. J'écoute, battez-vous, Mon cœur est à prendre. Je sens que j'ai mis un esti de malaise dans la salle, là. Non, mais c'est vrai, je suis très curieux, là. C'est un thème, en plus, qui est d'actualité, là. Moi, j'écoute, hein. Mon idée est pas faite. J'ai beaucoup d'amis artistes, donc évidemment, beaucoup d'amis souverainistes, et leur amour est contagieux, tu sais. Donc, demain, gonne à la tempe, je pense que je suis mes amis, tu sais. C'est juste que je leur dis, moi, je vais vous dire ce que je leur dis, je suis pas à l'aise avec la méthode, tu sais. La séparation, c'est pas pour moi. Je m'identifie pas à ça.
Je sens l'esti de malaise là, dans la salle. Là. Si je te dis, vous avez accès à ma parole authentique. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. C'est ma parole authentique. C'est tout ce que j'ai. Je leur dis, je ne suis pas à l'aise avec la séparation. Je ne m'identifie pas à ça. Qu'est-ce que je te dis? Moi, si j'étais le chef du souverainisme, j'essaierais pas de vous convaincre de vous séparer. J'essaierais de vous convaincre de conquérir. Ah ouais, Napoléon, il n'est pas connu pour s'être séparé de quelque chose, là. Il prenait ce qu'il voulait, tabarnak. J'ai pas de projet, mais j'ai un peu brainstormé tout seul dans ma tête. Je commencerais par bâtir une armée. Je la cacherais à Val-d'Or. Je sais pas pourquoi, mais ça fait du sens dans ma tête. Il y a des mines, ça se cache bien. Ce serait pas une armée meurtrière, hein? Ce serait pas une armée violente, ce serait une armée vertueuse. Hein? Je sais pas si vous savez, mais autrefois, la vertu, c'était essentiel à l'éducation. On parlait de ces choses-là, on utilisait ce mot, on voulait des citoyens vertueux. Bon, mais moi, c'est ce que je ferais. Je pense qu'il faudrait qu'on utilise tout l'argent de nos impôts pendant 10-15 ans. Là. Ce serait comme un acte de foi social. Ce serait un secret. On le dirait à personne. Là, je sais qu'il y en a... Là, il y en a qui sont comme, oui, mais Adib, les infrastructures. Quiconque a été à l'hôpital récemment est mort, OK? Donc, je pense qu'on peut prendre les risques, est-ce On investit dans le génie humain et l'innovation, puis un matin de juillet, sans communiqué de presse, quand on sent qu'on est prêt de nulle part, on prend Toronto au tabarnak, OK? On plante un drapeau du Québec sur un Tim parce que c'est symbolique. Ça s'appelle plus Tim Hortons, ça s'appelle Maurice Richard. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a qui sont contents. La moitié de la salle est de bonne humeur, l'autre moitié est comme « fuck you ». Non, honnêtement, guys, quand je suis dans l'exercice de mes fonctions artistiques, j'essaye le plus possible d'être ni à gauche, ni à droite, ni oui, ni non. Il faut plus me percevoir comme un chien qui n'est pas capable de se retenir d'aller sniffer là où ça sent la marde, OK? Moi, c'est comme ça que je me vois, man. Mon animal totem, c'est les chiens errants. Puis aujourd'hui, je gère au travers de mes lectures et je réalise que l'histoire qu'on m'a racontée, c'est pas la bonne histoire parce que ce peuple est fait de gens... Je m'identifie à ces gens-là. C'est ça que j'essaie de vous dire. Puis la vraie raison pour laquelle j'ai connu l'histoire du Québec, c'est grâce à un ami à moi qui a été au privé, là. Parce que je suis ce qu'on appelle un transfuge de classe. C'est-à-dire que je viens du bas de l'échelle socio-économique et grâce à mes efforts et ma dévotion, j'ai pu gravir les échelons jusqu'à côtoyer les bourgeois. Et maintenant, ils me racontent leur vie. Puis je suis comme, on n'a pas eu la même, tabarnak, tu sais. Puis j'ai un ami, il est exceptionnel. C'est un homme exceptionnel. Je l'adore, un homme intègre, honnête. Il est riche de génération. Ça fait tellement longtemps, ils sont riches, sa famille, de génération en génération, depuis les putes et les voleurs, OK? Et... c'est un gars, j'adore parler avec lui, tellement intelligent. Puis chaque fois qu'on discute, on se raconte un peu nos passés, tout ça. Puis moi, je lui racontais que j'ai appris à l'école. Puis lui, il m'arrête, puis je le sentais, il était tellement mal à l'aise. Là. Ça lui a pris du courage. Puis comme, Adib, tu sais, on n'a pas eu la même éducation. Moi, ce que tu me dis, c'est pas ça que j'ai appris. Il dit, tu sais, moi, j'allais au privé. Hein. Puis il dit, puis le privé, pour te dire à quel point on n'a pas eu la même éducation, il dit, le privé au secondaire, la première journée d'école, le prof, il rentre dans la classe, il nous regarde, puis il nous dit, vous êtes l'élite de demain. Puis moi, j'étais comme, tabarnak, c'est... Les livres de demain, hein? Non, mais, hein, je suis comme, ça part bien la semaine, hein? Je suis comme, moi, tu sais-tu qu'est-ce qu'un prof a dit à ma mère la première journée du secondaire? Il y a un prof, il a appelé ma mère, et il est comme, votre fils est un attardé. Puis ma mère a répondu, je sais. C'est pour ça que je l'envoie chez toi, c'est pour qu'il revienne moins stupide à la maison. Quand tu vieillis, tu réalises que l'école, c'est pas la même expérience pour tout le monde. Il y a des gens, ils vont à l'école, ils ont accès à leur potentiel, leur curiosité. Il y a des gens, ils vont à l'école, puis très jeunes, autour de 6-7 ans, ils réalisent l'école, c'est l'endroit où tu vas pour devenir quelqu'un qui va sortir sa famille de la misère
pas la même expérience. Et je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ou pire que l'autre. Je fais juste dire que c'est important de la raconter. Il y a des gens, ils vont à l'école et à 6 ans, ils comprennent, si je ne suis pas avocat ou médecin, tout le monde reste dans la merde. Puis c'est une expérience particulière. Ça commence à 6 ans, de nulle part. Tu es dans ton lit un matin du mois d'août, puis de nulle part. Tu sais, l'alarme des années 90, là. Les nazis arrivent, là, tu sais. Maxime! Maxime! L'autobus! Tu vas manquer l'autobus! Maxime est comme, mais voyons, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Il faut t'aller apprendre à lire puis écrire, sinon tu vas devenir personne. Là, Maxime, il se réveille, il va déjeuner un déjeuner constitué de Fruit Loops, OK? Parce que l'État a dit à sa maman que le matin, il fallait des céréales. Il est jacké sur le sucre, esti. Il s'en va pas apprendre, il s'en va au ballon blanc, OK? Il twitch jusqu'à l'autobus, là, il arrive, esti. Son high, il commence à descendre. Il est en choc post-traumatique, il regarde autour de lui, puis il est comme, tout le monde est en choc post-traumatique. Il arrive à l'école, il s'assoit pendant 7 heures. 7 heures! L'âge auquel tu dois le plus bouger et dépenser l'énergie qui t'habite, 7 heures assis, et si tu oublies de l'information, ils te mettent ça à poudre, tabarnak, OK? Ritalin, c'est de la cocaïne légale, administrée aux enfants, puis là, il faut t'écouter une madame en dépression, OK? Ça fait 10 ans, elle n'a pas de ressources. Il faut qu'elle alphabétise 42 enfants issus de la misère et la guerre civile. Il y a de la moisissure dans les murs de l'école. Les mêmes champignons qui prolifèrent sur des cadavres prolifèrent à l'intérieur des murs des institutions académiques publiques québécoises. Elle fait de l'emphysème à 37 ans. Tu sais. Alors, le verbe avoir. Attendez. Le verbe avoir se conjugue. Honnêtement, conjuguez-le comme vous voulez, m'en caler, ceci. À quoi ça sert de savoir parler si tu vas mourir? S'il faut... J'ouvre une fenêtre, tabarnak, si on va tous crever. Là, elle essaie d'ouvrir la fenêtre des écoles publiques. Là, tu sais, les petites fenêtres de va te faire enculer! Ça, c'est le niveau de soleil auquel tu as droit pendant que tu apprends tes fractions, mon tabarnak. Si tu te posais la question, oui, on a offert les contrats d'architecture aux mêmes gars qui faisaient les prisons. Puis ça, c'est la grosseur de la fente à travers laquelle l'air va pénétrer la classe, aussi large que l'avenir qu'on espère pour les putes et les voleurs. Merci. Et là, je sais qu'il y a des profs dans la salle qui sont comme « T'avais des fenêtres? » J'ai une madame, J'ai une madame après le show qui est venue me raconter un shit, là. Moi, quand j'ai commencé à faire ce passage, là, c'était basé sur mes souvenirs. C'était mes amis qui travaillent dans le public qui me racontent des choses. Mon expérience personnelle et la leur, tu sais. Et de fil en aiguille, après les spectacles, toujours des professeurs qui m'écrivent ou qui m'attendent après, puis il y en a une, elle vient me voir, puis elle me dit « Monsieur, vous savez ce que vous avez dit au sujet des écoles? La moisissure, là. » Elle dit « Moi, cette année, ils m'ont donné un local. Il est dans le sous-sol de l'école. Puis il n'y a pas de fenêtre. Parce qu'autrefois, c'était un local pour les concierges. Mais ils n'ont plus besoin de concierge. Fait que c'est mon local. Puis dans mon local, il y a un trou avec de la moisissure. Et pour nous protéger de la moisissure, il y a un bandeau danger. Puis là, elle me dit, moi, j'aimerais ça en parler, mais je peux pas. Moi, je comprends ça, tu peux pas. C'est un pays libre, tu peux dire ce que tu veux, tu sais. Elle dit, je peux pas parce que il faut que je passe par mon syndicat si je veux me plaindre. Ils peuvent retirer mon salaire
parce que ma parole appartient à l'État. Bon, mais si lire, c'est la chose qui muscle le muscle le plus important de la nature humaine, si le savoir, l'érudition, c'est ça qui contribue à la création de l'empathie, puis que même ce symbole-là, on commence à jouer avec, ça commence à faire beaucoup de symboles essentiels à la paix et la cohésion sociale avec lesquels on joue dangereusement. Et peut-être qu'après, on pourrait avoir quelques réserves avant de critiquer des gens ou une génération entière qui, certes, se comportent de manière de plus en plus chaotique, voire suicidaire, mais parce qu'elle ne voit plus l'espoir d'un avenir meilleur. Ces symboles sont essentiels. Même les symboles les plus simples sont rendus difficiles d'accès. L'amour, c'était la chose la plus simple. Mais moi, il n'y a pas un ami autour de moi ou une amie qui ne trouve pas ça excessivement difficile de trouver l'amour. Tu sais, moi, je suis marié, beaucoup de gens pensent que je me suis marié par amour. Non, OK? La vraie histoire, là, c'est que j'ai été promis à 4 ans, et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et j'apprécie votre ouverture aussi. Il y en a qui disent « Ah, c'est intéressant, je ne savais pas, mais continuez, je sais. » Non, moi, comme tout le monde, je veux dire, j'ai grandi ici, puis la même culture, hein, je veux dire, c'est la même culture. On est impacté par la même culture. Pour moi aussi, le mariage, c'était une idée désuète qui appartenait à une autre époque. J'ai été obligé de reconsidérer ma position par rapport au mariage après une relation intime sexuelle avec une demoiselle que je connaissais très, très peu. Une relation sexuelle que je qualifierais de traumatisante, OK? Et évidemment, je vais vous la raconter, OK? Donc, c'est une relation avec une demoiselle que je connaissais très, très peu. Tout se passait très, très bien. Je veux dire, c'est une relation que je qualifierais de humble et modeste. Je ne sais pas pourquoi vous riez, c'est des qualités qu'on encourage les gens à développer, puis je suis capable de les fournir sexuellement. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça se passait de manière humble et modeste. Il y avait un décorum, il y avait un protocole. Je comprenais tous les codes. Je me sentais en terrain connu. Certains gestes étaient plus audacieux que d'autres, mais je me sentais apte à répondre. Et tout se passait très, très bien jusqu'au moment où, pour la première fois de ma vie, de nulle part, j'entends « Traite-moi de pute ». Puis là, je suis comme « Quoi? » Puis là, la fille est comme « Traite-moi de pute ». Puis je suis comme « Est-ce que t'es une pute? » Parce que si c'est ton travail, ça me dérange pas d'employer le terme que tu veux pour te désigner. Mais il va falloir que tu m'expliques pourquoi il y a 1 heure, tu travaillais aux ressources humaines chez Accédé, parce que... C'est pas le même T4 à la fin de l'année, là. Puis là, avec une agressivité, là, une violence que je ressens encore dans mon plexus solaire, ça m'habite. Elle me dit « Arrête de poser des questions! Puis traite-moi de pute! » Puis j'ai pas le temps de réfléchir. Je suis comme « Yo, je peux pas te traiter de pute, esti! Sais-tu combien de gens ont travaillé à mon éducation? À ce que je traite pas le monde de pute, là? J'ai des décennies, esti, de conditionnement que je dois contrer en ce moment, là. C'est difficile, là. Je suis comme, t'as-tu vu ma face, tabarnak? Je suis arabe. Ça fait fucking 25-30 ans que les médias disent à qui veut l'entendre qu'on est une esti de gang de misogynes. Là, j'ai une communauté sur mes épaules, tabarnak, là. Je suis comme, je suis connu, esti, je suis connu. T'imagines si ça se sait? Tu penses pas que le Journal de Montréal se ferait un bonheur de me mettre en première page? C'était pour être serviable! Je suis désolé, je n'ai pas le luxe culturel de traiter les inconnus de putes. Donc, on va continuer cet acte sexuel de manière humble et modeste, c'est-à-dire en respirant très, très fort. Par la bouche, dans mon cas, parce que c'était l'été et j'ai des allergies. Anyway, ça... Pour ceux qui voulaient le visuel. Et...
On poursuit l'acte sexuel, mais évidemment, sa requête me rend inconfortable. Quand je suis inconfortable, je réfléchis, puis réfléchir, ça nuit à l'abandon nécessaire à l'acte sexuel. Je suis relativement capable de faire deux choses en même temps, donc je poursuis, mais dans ma tête, ça va à 100 000 à l'heure, tu sais. Puis je suis comme, arrête, elle dit, évidemment, arrête, c'est pas une pute, là, arrête de poser des questions stupides. Tu sais très, très bien que c'est pas une pute. Elle te demande de la traiter de pute, pas parce que c'est une pute, elle te demande de la traiter de pute parce que c'est une créature humaine. Puis les créatures humaines, on est étranges. On est mystérieux. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait ici. On a une part lumineuse dans notre identité, celle qu'on montre à tout le monde, à la foire, au souk, au Tim. On la montre tellement qu'on finit par vivre sous le joug tyrannique de la part lumineuse de notre identité, mais pas très loin à côté, il y a notre part d'ombre. Tout ce qu'on cache, ce qu'on refoule, la honte, la colère, la souffrance. Et cette partie-là aussi, elle cherche un moyen de s'exprimer. Puis il y a des gens, c'est à travers des symboles, certes, très graves, qu'ils réussissent à intégrer à leur existence ce qu'ils ont de plus mystérieux et misérable, un peu comme le fumier que tu répandrais sur la terre, pour assurer le foisonnement, tabarnak. J'ai pas de terme d'agriculture, je suis un gars de la ville, tu sais. Mais toi aussi, Adib, t'es comme elle. Toi aussi, t'as une part d'ombre. Elle t'invite à jouer avec elle. Joue, puis je la regarde, puis je suis comme, j'ai réfléchi! Puis je suis comme, je comprends pourquoi tu me demandes de te traiter de pute, c'est à cause de le fumier. Mais elle sait pas de quoi je parle, tu sais. Elle est pas dans ma tête, tu sais. Puis là, je suis comme, je comprends pourquoi tu me demandes ça. Mais écoute, je peux peut-être le dire, mais il faut que ce soit dans un échange, parce que ce sont les échanges de qualité qui font la qualité des relations, tu sais. Fait que je suis comme, moi aussi, j'ai une part d'ombre. Moi aussi, il y a quelque chose en moi qui me suit partout, que je traîne comme un boulet, que peu importe ce que je fais, c'est là, puis ça mine mon bonheur. Donc, si moi, je te traite de pute, toi, il faut que tu me répondes, retourne dans ton pays, OK? Elle n'a pas voulu. Mais cette interaction m'a forcé à réfléchir sur l'intimité. C'est cette fille-là, sans le savoir, qui m'a fait réaliser que l'intimité, il y a quelque chose de sacré. L'intimité, c'est pas juste l'endroit où tu montres le plus beau de toi à l'autre personne. L'intimité, c'est aussi l'endroit où la personne que tu aimes a accès à ce qu'il y a de plus sombre en toi, ce que tu caches au reste de l'existence. Puis cette personne-là, des fois, elle voit ce que tu as de plus sombre, puis elle décide de rester. Parce qu'elle voit en toi l'espoir d'un avenir meilleur. Et c'est la seule personne qui peut changer ta vie avec une simple question comme « Est-ce que c'est la faute du moustique? Ou est-ce que le comportement intrusif du moustique t'autorise à observer la haine et la colère qui t'habitent? » Ben ouais, moi, je suis encore dans l'auto, là. Là, il y en a qui sont comme, Chris, tout le long, il était dans l'auto, là. C'est le 6e sens, c'est-tu? Je suis dans l'auto, tu sais, et je suis dans l'auto, et la question de mon épouse m'a tellement fait réfléchir que j'ai écrit un spectacle. Mais à ce moment-là, je ne suis pas en mesure de lui fournir mes réflexions parce que j'ai pas envie de débattre. Tu sais, t'aimes pas les moustiques, j'aime pas les moustiques. On va pas commencer à débattre de moustiques, là, tu sais. On passe un bon moment, c'est la paix. Puis en plus, il y a ma chanson préférée qui joue à la radio. Le genre de chanson que tout le monde a dans sa vie, c'est le genre de chanson que tu connais même pas le titre, mais tu l'as tellement entendu, par hasard, à travers les années, que tu finis par la connaître par cœur. Puis elle occupe un espace important dans ta vie, tu sais. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait la qualité d'une œuvre, là. C'est que dans le moment présent, elle te divertit de l'idée de la mort. Et 10 ans plus tard, quand tu t'attardes au texte, tu réalises que c'était une invitation à réfléchir ensemble au sujet de notre condition mystérieuse de créature humaine.
Et à ce jour, ça me fait chier, j'ai pas le titre de la chanson, mais peut-être que l'air, ça va vous dire quelque chose. Ça fait... Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Ça vous dit quelque chose? Exactement, c'est... Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh, what's puzzling you is the nature of my game. Tu sais? Et je suis dans l'auto et... c'est pas pour ça. Je suis dans l'auto et mon épouse me dit, Adib, je t'ai posé une question. Puis moi, je lui réponds, parce que c'était un esti de bon solo, tu sais. Et elle, étant un être humain normalement constitué, elle coupe le son de la musique. Oui. Oh! Sacrilège! Et j'ai pas hésité à lui dire, j'ai dit, bébé, man, tu viens de couper un solo de Keith Richards, tabarnak! T'es en train de fucker avec les fréquences de l'univers, là. T'as déjà entendu parler de l'effet papillon? Il y a quelqu'un en ce moment en Indonésie, à cause de toi, il y a la chasse, il sait même pas pourquoi. J'essaie de m'en sortir, tu sais. Puis mon épouse me dit, Adib, je t'ai posé une question. Je dis, bébé, man, t'aimes pas les moustiques, j'aime pas les moustiques, on va pas commencer à débattre de moustiques. Elle me dit, c'est pas le moustique, c'est ce que ça représente. Elle dit, ces gars-là, là, ils viennent ici travailler, faire des jobs que plus personne veut faire. Quelque part, ils sont là pour contribuer à ce que nous, on puisse manger. Tu sais. Elle dit, eux, ils savent travailler la terre, une terre sur laquelle ils savent n'auront jamais de lopin. Elle me dit, probablement que s'ils sont prêts à sacrifier tout ce temps et cette énergie pour venir ici, c'est parce qu'il y a une famille qui les attend de l'autre côté. Puis comme, t'as presque privé 8 familles de leur père. T'as pas mis leur famille en danger seulement, t'as mis notre famille en danger. Puis moi, je suis comme, quelle famille? Puis mon épouse me répond, je suis enceinte. Ouais! Ouais! Puis là, je commence à penser au rangement. Puis à quelle école je vais l'envoyer? Puis à quelle terre je vais lui donner? Puis il y a quelques mois à peine, mon bébé est né. OK? Merci. Merci. Merci, guys. Vous n'avez pas idée comment ça me touche. Honnêtement, c'était le plus beau jour de ma vie. C'était une expérience totalement différente pour mon épouse, là. D'ailleurs, mesdames, vous faites ça, tabarnak? On n'en parle pas assez souvent, là. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai tout regardé. J'ai tout regardé. Tu sais, eux, ils voulaient que j'aide avec les jambes. J'étais comme, non, je regarde, tabarnak. Puis un vagin, plus tu le regardes, c'est pas un vagin, c'est un portail, esti. Est-ce qu'on peut arrêter de chercher les extraterrestres? C'est nous, les extraterrestres. Puis on arrive à travers des portails. Chapeau pour les portails, mesdames. Ils ont mis mon bébé dans mes bras. Je savais même pas que le corps était designé pour accueillir ce type d'expérience, man. J'étais juste comme, à ce jour, je ferme les yeux pour me souvenir que le bonheur est éternel, esti. Puis j'étais juste comme, fuck, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est de ça que les gens parlent quand ils parlent d'amour. Puis dans ma tête, je pensais à tous les gens à qui j'ai dit je t'aime, puis c'était pas vrai. Il y en a beaucoup, là. Je le regardais, man, puis autant c'était magnifique, autant quiconque a déjà touché au bonheur, c'est que au contact de ses frites, tu sais. Ben ouais, il arrête pas de chialer, là. Je fais même pas 5 minutes, il est là. Je suis là, qu'est-ce qu'il a, allé? Je regarde la madame, tu sais, je suis comme, il vient d'arriver, il a eu le temps de se cogner un orteil, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi il se plaint?
La madame, elle me dit, parce qu'il a faim. Puis là, je suis comme, comment ça, il a faim? Elle me dit, mais lui, ça fait 9 mois, il est dans le ventre de sa mère. Puis il y a un tube qui le nourrit. Il n'a jamais connu la faim. Elle me dit, sa première expérience, c'est d'avoir faim. Il souffre. Puis je le regarde, je suis comme, oh fuck. Il souffre. Parce qu'il existe, c'est-tu. Puis je suis comme, va sucer ta mère, tu sais. C'est pas vrai, juste avant de le tendre à sa mère, je le regardais, man, puis quelque chose me rendait inconfortable, tu sais. Puis quand je suis inconfortable, c'est plus fort que moi. Je réfléchis. Puis je le regardais, puis je me disais, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Pourquoi des gens prennent leur énergie pour essayer de convaincre les autres qu'il y a trop de ça sur Terre. Parce que moi, quand je vois un bébé, c'est pas la première chose qui me vient à l'esprit. Moi, quand je vois un bébé, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est travail. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Alors de temps en temps, cet amour que j'attends, cet amour que je contemple. Oui, c'est vrai, j'avoue, j'admets, je l'abandonne. Alors de temps en temps, je regarde